Mon invité ce jeudi soir, Adel Bakawan, l'un des meilleurs experts du Moyen-Orient, directeur de l'Institut d'Europe des études sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Adel Bakawan, vous avez publié en mai dernier aux éditions Talendier un livre très évocateur de la situation au Moyen-Orient intitulé « La décomposition du Moyen-Orient, 3 ruptures qui ont fait basculer l'histoire ». Vous venez d'effectuer une grande tournée au Moyen-Orient. Ma question sera très simple. Doit-on redouter le pire, une implosion généralisée, tant les antagonismes sont profonds? Rien n'est fini. Bien évidemment, le scénario d'une grande explosion est devant nous. Je parle de la décomposition du Moyen-Orient en termes géopolitiques, mais en termes territoriaux, autant que scénario, il n'est pas derrière nous, il est devant nous. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous avez plusieurs pays, la Syrie, le Liban, l'Irak, le Yémen, le Soudan. Ce sont des pays en cours de décomposition, non pas géopolitique, mais territoriale. Et au moment où on arrive là, oui, le Moyen-Orient entrera dans une grande implosion. Alors, vous parlez en effet de décomposition du Moyen-Orient, et c'est-à-dire qu'il n'y a aucune chance de paix, et je pense en particulier à ce que fait l'Iran, qui est un pays que je connais bien, en particulier l'Iran chiite, qui, avec ses proxys, veulent la peau d'Israël. La question de la paix, il faut avoir des élites, il faut avoir des acteurs qui ont la paix pour objectif. Or, aujourd'hui, on sait très bien dans ce Moyen-Orient, en cours de décomposition géopolitique, on est plutôt dans la gestion des rapports de conflictualité, des rapports de force, et non pas une stratégie vers une paix généralisée. Une deuxième guerre entre Israël et l'Iran est-elle inéluctable? Écoutez, nous, on est des chercheurs et on est dans l'analyse objective des données factuelles. Selon les données factuelles qu'on dispose à la fois à Tel Aviv et à Téhéran, les messages qu'on reçoit, qu'on analyse dans nos laboratoires tous les jours, c'est qu'il n'y a aucune tendance vers une paix entre les deux pays. Nous sommes plutôt dans la préparation des conditions objectives d'une nouvelle guerre entre les deux pays. Alors comment vous voyez ça? Les Iraniens ont essuyé quand même un échec lors de la première guerre. Est-ce que vous pensez qu'ils se sont suffisamment réarmés aujourd'hui pour damer le pion à Israël? Écoutez, par rapport à cette guerre-là, oui, moi j'estime que le 7 octobre, c'est une des conséquences de 7 octobre, c'est l'échec total de l'axe de la résistance imaginé, élaboré, financé, accompagné, armé depuis à peu près 40 ans par la République islamique d'Iran dans l'ensemble du Moyen-Orient. Le 7 octobre, une des conséquences, c'est vraiment la mise en échec total de cet axe de la résistance. Et ensuite, suivi par une guerre de 12 jours. Dans cette guerre de 12 jours, oui, bien évidemment, on avait une grande supériorité israélienne par rapport à la République islamique d'Iran. Mais l'Iran n'est pas fini, mais la République islamique n'est pas finie. L'objectif final d'Israël, c'était quoi? C'était pas le programme atomique de l'Iran. Ce n'était pas le programme balistique. Ce n'était même pas le pétrole, l'économie, etc. Non, c'était la survie du régime de la République islamique d'Iran, c'est-à-dire le régime change. Tant qu'Israël n'a pas réalisé cet objectif-là, on ne peut pas parler d'une victoire totale d'Israël. La victoire, oui, était là, mais elle est partielle. Mais les Iraniens, si vous me permettez une dernière phrase, eux aussi, ils peuvent revendiquer cette victoire. Pourquoi? Parce que le régime est encore là et parce qu'Israël n'a pas pu réaliser son objectif suprême. Et tant que la République islamique est là, oui, bien évidemment, l'éventualité de cette guerre est toujours devant nous et non pas derrière nous. Est-ce que vous pensez que les Iraniens aujourd'hui se sont suffisamment réarmés pour tenir en échec? Écoutez, les dirigeants de la République islamique d'Iran vous répondent de la manière suivante. Vous pouvez assassiner nos scientifiques, vous pouvez assassiner nos généraux, mais nous, on a la connaissance. La connaissance, vous ne pouvez pas l'assassiner. C'est pourquoi ils disent oui, à tout moment, parce que nous avons la connaissance, nous pouvons nous réarmer et nous donner tous les moyens pour nous non seulement défendre, mais aussi attaquer. Alors je sais que nul d'entre nous n'est prophète, mais est-ce que vous prévoyez cette guerre pour quand exactement?
Écoutez, cela dépend de beaucoup de choses. Moi, personnellement, je n'ai aucun doute que le scénario est déjà tout à fait prêt à la fois à Tel Aviv, mais à Téhéran aussi, hein, des deux côtés. Mais maintenant, il y a quelques indicateurs à prendre en compte. Tout d'abord et avant tout, c'est Washington. Et c'est la volonté de Donald Trump. Est-ce que Donald Trump arrivera à négocier avec les Iraniens ou pas? Est-ce que les Iraniens accepteront les conditions posées officieusement, je ne parle pas officiellement, hein, dans les coulisses aux Iraniens ou pas? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire contre la survie du régime, les Iraniens doivent abandonner à la fois leur programme balistique, leur programme atomique, leur organisation milicienne dans l'ensemble du Moyen-Orient. Si jamais les Américains peuvent obtenir tout ça des Iraniens, oui, il est peu probable qu'on voit la guerre. Et si les Américains n'arrivent pas, bien évidemment, l'éventualité de cette guerre n'est pas très loin. Mais ils n'obtiendront pas tout ça, on le sait très bien. Et puis Trump n'est pas en va-t-en-guerre réellement. Il a du mal à retenir Netanyahou. Et on voit bien que Trump n'a pas envie d'avoir une deuxième guerre trop ouverte. Moi, mon hypothèse est la suivante. Je pense que les ayatollahs n'ont qu'une seule priorité à ce jour. Avant le 7 octobre, ils avaient la priorité de sauver l'axe de la résistance. Parce qu'ils avaient la main sur 4 capitales arabes quand même. Bagdad, Beyrouth, Damas et Sanaa. Ce qui n'est jamais arrivé. C'était une victoire exceptionnel pour eux. Le 7 octobre, ce verrou tombe. Et ensuite, ils avaient la priorité de sauver leur bombe atomique. Depuis la guerre de 12 jours, ils n'ont plus cette priorité. Pourquoi? Parce qu'entre la bombe et la survie du régime, s'ils doivent choisir, ils vont choisir la survie du régime. Maintenant, je pense qu'ils sont tout à fait disposés à négocier tout pour sauver leur régime. La question n'est pas posée à Téhéran. La question est posée à Washington. Est-ce que Donald Trump est suffisamment sérieux pour aller jusqu'au bout ou pas? Si les Iraniens pensent que Donald Trump est tout à fait sérieux et il veut aller jusqu'au bout, là oui, ils peuvent négocier ça. Alors, est-ce que la solution à 2 États et la normalisation des rapports entre Israël et l'Arabie saoudite, terre des lieux saints de l'islam, ne sont-elles que des vœux pieux quand on voit la situation en cours? Écoutez, ça dépend de quel côté on se place. Si Israël souhaite avoir sa sécurité, sa stabilité, son développement, sa normalisation dans un Moyen-Orient hostile, la seule solution, il n'y a pas d'autre solution, la seule solution, c'est faire la paix avec les Palestiniens. C'est préparer... Mais quels Palestiniens? Voilà, justement, c'est préparer les conditions objectives pour que le radicalisme s'efface et une autorité palestinienne qui accepte, qui intériorise Israël autant que population et territoire au Moyen-Orient contre un État pour les Palestiniens, je pense que c'est la seule solution. À part cette solution, qu'est-ce que vous avez comme solution? C'est déporter 6 millions de Palestiniens, c'est pas possible. Gérer le chaos actuel, ce n'est pas possible parce que c'est une menace pour Israël, le chaos actuel. Faire un État binational, est-ce que c'est une solution? Je pense que les Israéliens n'accepteront jamais un État binational. Déclarer la guerre à l'ensemble des pays arabes, ce n'est pas une solution. La seule solution, c'est faire un État palestinien, non pas contre Israël. Parce que personnellement, c'est ça la nuance de ma thèse. C'est qu'il n'y aura jamais un État palestinien sans Israël. Il faut toujours, avec Israël, construire un État pour les Palestiniens. Est-ce que les populations arabes sont prêtes à accepter l'existence, j'ai envie de dire, d'Israël? La réponse est très simple. Si la population arabe, si la population du Moyen-Orient, d'une manière générale, n'acceptera pas Israël autant qu'État, territoire et population, il n'y aura jamais un État palestinien. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire cette conflictualité restera, et on sait très bien qu'aujourd'hui, Israël est en situation de supériorité à la fois sécuritaire et militaire au Moyen-Orient. Autrement dit, le perdant sera en premier d'abord les pays du Moyen-Orient et non pas Israël. Alors, on va parler du nouveau président syrien, Ahmed al-Shara. Est-il fiable pour vous? L'image de Daesh lui colle toujours à la peau et l'Occident n'est-il pas victime d'une sorte de duperie? Écoutez, Ahmed al-Shara, il faut étudier son parcours sociologiquement parlant. Il était Al-Qaïda, devenu Daesh.
il a quitté Daesh pour redevenir Al-Qaïda. Et ensuite, il a quitté Al-Qaïda pour fonder son propre mouvement à lui. En 2017, il coupe avec le djihad international pour adopter un autre récit, à savoir le djihad syrien, le djihad national syrien. Et personnellement, je pense que depuis 2018 jusqu'à 2024, il y a eu une collaboration très très active entre lui et son mouvement et les différents services occidentaux, notamment la CIA. Ce n'est absolument pas pour rien que après la chute de Bachar al-Assad, la première semaine après la chute de Bachar al-Assad, vous savez, la première délégation au monde qui s'est rendue à Damas, c'est qui? Ce n'est pas les Turcs. C'est Barbara Leaf, la responsable du Moyen-Orient au sein du ministère des Affaires étrangères américaine. Autrement dit, c'est la délégation américaine qui se rend à Damas. C'est la preuve de quoi? C'est qu'une grande délégation au niveau de Barbara Leaf ne se rend pas à Damas s'il n'y a pas un précédent, s'il n'y avait pas une collaboration très active avant. Donc, je voulais dire, aujourd'hui, certes, Ahmad Shara, c'est un djihadiste internationaliste devenu djihadiste nationaliste, etc. Mais aujourd'hui, il faut l'accompagner, il faut le guider, il faut l'orienter pour qu'il ne redevienne pas un autre djihadiste. Alors, ma dernière question, le régime irakien qui soutient les milices pro-iraniennes de Qatar et Hezbollah risque-t-il de relancer les hostilités à partir de l'Irak? Alors, il n'y a pas un régime irakien, il y a des régimes irakiens, il n'y a pas un Irak, il y a des Iraks. Vous avez les Iraks des chiites, les Iraks des Kurdes, les Iraks des sunnites, et ils partagent absolument pas la même stratégie. Il n'y a pas une stratégie, il y a des stratégies, mais vous avez absolument raison. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une domination des milices chiites irakiennes que j'appelle l'ordre milicien. Vous avez le gouvernement, aujourd'hui, il se qualifie comme allié des États-Unis d'Amérique, mais vous avez l'État qui est milicianisé et se qualifie comme ami de la République islamique d'Iran. Donc ça dépend de quelle partie de l'Irak on se positionne. Le gouvernement est contre cette stratégie, mais l'État est tout à fait pour cette stratégie-là. Adel Bakawan, merci pour cette prestation remarquable, intéressante et instructive. On aura le plaisir de vous recevoir en d'autres fois. Je vous en prie. Et merci encore sur l'antenne de i24 News. Merci, à très vite.